Bruno Gollnisch était un homme de principe, de conviction et de force. En tant que figure politique respectée, il était connu pour sa détermination à défendre ses idées, quelles qu'en soient les conséquences ou les conséquences. Son regard intense et son discours mesuré inspirèrent le respect chez ses partisans et la crainte chez ses adversaires. Mais derrière cette façade de puissance, il y avait un homme perdu, tiraillé entre sa carrière qui ne cessait de croître et la famille qu'il avait négligée au Hill avait rencontré Anne lors d'une réception à Paris, une rencontre anodine mais marquante. Anne, douce et bienveillante, était l'opposé parfaite de Bruno. Plus discrète, plus silencieuse, mais avec une compréhension des choses de la vie que Bruno n'avait jamais connue. Ils se marièrent peu de temps après, un mariage fondé sur l'amour et l'admiration mutuelle. Bruno était un homme ambitieux, une ambition dévorante qui l'emportait souvent loin de sa vie familiale. Mais il faisait l'effort de revenir chaque soir, pour elle, pour leur foyer. C'était un homme qui croyait que l'équilibre entre carrière et famille était possible, qu'il pouvait donner à sa femme le monde tout en servant ses idéaux politiques. Leur maison était un havre de paix, un refuge où les rires et les conversations se mêlaient à la chaleur d'une vie commune. Ils rêvaient ensemble, imaginaient des enfants, une vie partagée, une vie où l'amour et la politique pouvaient coexister sans conflit. Les premières années furent remplies de complicité et d'espoir, mais comme souvent, le temps et la pression de la carrière avaient d'autres plans. Au fur et à mesure que la carrière de Bruno prenait de l'ampleur, il se retrouvait de plus en plus pris dans un tourbillon d'obligations professionnelles. Les débats politiques, les réunions de stratégie, les discours publics, tout cela était devenu une part incontournable de son existence. Bruno croyait qu'en étant présent physiquement, même brièvement, il pourrait maintenir l'équilibre entre son travail et sa vie de couple. Mais chaque jour, il passait un peu plus de temps hors de chez lui. Et Anne, bien que compréhensive au début, commença à ressentir la distance grandissante. Les premières fissures apparurent subtilement. Bruno rentrait de plus en plus tard, épuisé par des journées interminables. Le dîner, autrefois partagé, devenait un repas pris seul, dans le silence de la maison vide. Anne essayait de l'attendre, mais elle sentait que quelque chose avait changé. Elle le voyait se renfermer sur lui-même, et les conversations qu'ils avaient eues autrefois se transformaient en échanges superficiels, dénués de profondeur. Elle essayait de le comprendre, de lui apporter son soutien, mais elle avait l'impression que chaque sourire qu'elle lui offrait se perdait dans le vide. Elle lui en parla une fois, timidement, mais Bruno lui assura que tout irait bien. Il lui expliqua qu'il s'agissait d'une phase passagère, qu'il fallait qu'il prenne sur lui pour accomplir ce qu'il avait commencé. Mais Anne savait que ce n'était pas tout à fait vrai, loin de là. Le vent de la politique soufflait sur leur vie, un vent qui apportait de plus en plus de fracas. Les semaines passèrent et la situation ne fit qu'empirer. Bruno était toujours absent, plus souvent à l'extérieur que chez lui. Leurs échanges étaient devenus des conversations de courtoisie, sans véritable échange émotionnel. Anne, bien qu'ayant fait des efforts pour raviver la flamme, ne parvenait plus à masquer son chagrin. Elle se sentait ignorée, invisible. Leur maison, autrefois un havre de paix, devenait une cage vide. Bruno, pour sa part, était toujours aussi déterminé dans son travail, mais les choses n'étaient plus aussi simples. La pression de la politique, l'engagement constant et l'absence de son épouse le touchèrent de plus en plus. Il avait beau s'accrocher à sa carrière, il ne pouvait ignorer le vide qu'il ressentait chaque soir lorsqu'il rentrait chez lui. Mais il se disait qu'il fallait persévérer, qu'il fallait sacrifier une partie de sa vie personnelle pour obtenir ce qu'il désirait tant. Et c'est ainsi qu'il continua dans sa quête de pouvoir, oubliant peu à peu ce qu'il avait construit avec Anne. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Anne ne put plus se contenir. Elle le regarda longuement avant de lui poser la question qui la tourmentait depuis des mois. « Bruno, est-ce que tu m'aimes encore ?» La question, simple mais profonde, fit l'effet d'un électrochoc. Bruno, pris de court, ne sut quoi répondre. Ses yeux se baissèrent et pendant quelques secondes, le silence s'installa entre eux. Anne ne chercha pas à se faire des illusions. Elle avait compris, bien avant lui, que quelque chose était irrémédiablement cassé. Elle ne lui en voulait pas, elle comprenait les sacrifices qu'elle avait faits pour sa carrière, mais elle ne pouvait pas accepter la négligence de ses sentiments. Elle avait tenté de lui en parler à maintes reprises, mais il était toujours trop occupé, trop distant. Les jours suivants furent un enchaînement de disputes, de larmes, de silences lourds. Leur amour s'était effrité sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte. Ils avaient cessé de se comprendre.
de se soutenir, et plus personne ne faisait d'efforts pour sauver ce qui restait. La distance était devenue trop grande, et il était trop tard pour revenir en arrière. La séparation fut douloureuse, mais nécessaire. Bruno se retrouva seul dans une maison vide, une maison qui semblait désormais étrangement silencieuse. Il se concentra davantage sur sa carrière, cherchant à occuper son esprit, mais rien ne pouvait combler ce vide. Il avait sacrifié son mariage, son bonheur, pour un idéal politique qu'il savait désormais trop coûteux. Les discussions politiques qu'il animait avec brio ne pouvaient remplacer les échanges qu'il avait eus avec Anne. Anne, de son côté, reconstruisait lentement sa vie. Elle avait tout donné, mais elle savait aussi qu'elle méritait d'être aimée, non pas en fragments, mais pleinement. Elle avait perdu Bruno, mais elle avait trouvé sa propre paix, loin de l'ombre de la politique. Bruno Gollnisch, dans son ascension politique, avait cru pouvoir jongler avec ces deux vies, l'une publique, l'autre privée. Mais, au final, il dut faire face à la réalité. Certaines choses, comme l'amour, ne se négocient pas. Le sacrifice avait été trop grand. Il était un homme puissant, reconnu, mais au fond, il se rendit compte qu'il avait tout perdu pour des rêves qui, finalement, n'en valaient pas la peine. Bruno Gollnisch, une vie entre politique, famille et richesse. Bruno Gollnisch, figure bien connue du paysage politique français, a toujours été une personnalité fascinante, caractérisée par une ambition politique sans faille, mais aussi par un équilibre fragile entre sa carrière et sa vie personnelle. À 75 ans, l'homme avait connu des succès, des épreuves et une fortune accumulée au fil des années grâce à sa carrière brillante dans le milieu politique et académique. Cependant, au-delà de ses convictions fermes et de son parcours, il y avait des aspects moins visibles de sa vie, ceux qui concernèrent sa famille et ses possessions, qui, bien qu'en apparence solides, étaient, comme le reste de son existence, marqués par des contradictions. La famille de Bruno Gollnisch était relativement discrète, ce qui en faisait un sujet de curiosité pour les observateurs. Il avait épousé Marie, une femme au caractère aussi fort que le sien, mais qui, contrairement à lui, avait choisi de rester dans l'ombre de son mari. Marie était une femme intelligente et cultivée, mais elle avait toujours mis de côté ses propres aspirations pour soutenir la carrière de son mari. Ils avaient 2 enfants, un fils et une fille, qui avaient grandi dans l'ombre de la politique, mais qui, à leur tour, avaient su se forger des chemins qui leur étaient propres. Bruno n'était pas un homme particulièrement démonstratif, mais il était très attaché à sa famille, bien que sa carrière fût souvent la priorité. Dans l'ensemble, leur maison, située dans un quartier bourgeois de Lyon, avait toujours été le reflet de leur statut social et de leur réussite. C'était une grande demeure, spacieuse et soignée, décorée avec goût. L'intérieur reflétait la personnalité de Bruno, une maison à la fois sobre et élégante, dans un style classique et intemporel, avec des bibliothèques remplies d'ouvrages politiques et historiques. Chaque objet semblait être choisi avec soin, témoignant de la culture et des valeurs qu'il chérissait. La résidence, dotée d'un vaste jardin où l'on pouvait apercevoir des arbres centenaires, semblait presque être une échappatoire pour Bruno, un espace de calme où il pouvait se retrouver après ces journées tumultueuses. Mais cette tranquillité était souvent perturbée par les événements extérieurs, les exigences de la politique et l'agitation de sa carrière. Le parcours de Bruno Gollnisch n'était pas celui d'un homme riche par héritage, mais plutôt celui d'un intellectuel devenu un homme politique respecté. Il avait commencé dans le monde académique, étudiant et enseignant l'histoire et la géopolitique. Ses connaissances et son esprit acéré l'avaient propulsé sur la scène politique, où il devint une figure centrale du Front national, et plus tard, de la droite extrême, un acteur clé des débats politiques français. Son rôle dans l'arène politique lui avait permis de cumuler une certaine richesse, bien que ce ne fût pas la priorité dans sa vie. Pour Bruno, l'argent était avant tout un moyen d'accomplir ses objectifs, et non une fin en soi. Ses revenus étaient principalement issus de son rôle d'élu, de ses conférences et de ses publications. Mais il avait également hérité d'une petite fortune familiale, notamment un terrain agricole que ses ancêtres avaient cultivé pendant plusieurs générations. Ce patrimoine, modeste en comparaison de la richesse de certaines familles en politique, constituait néanmoins une base solide pour sa famille. Bruno avait su diversifier ses investissements au fil des ans, créant ainsi un réseau de biens immobiliers dans la région, ainsi que quelques participations dans des entreprises discrètes mais rentables.
En plus de sa maison principale, Bruno possédait une résidence secondaire dans le sud de la France, un appartement luxueux à Paris ainsi que plusieurs propriétés agricoles. Ces biens étaient gérés par des fiduciaires et des avocats qui s'occupaient des aspects administratifs et financiers de son empire. Les terres agricoles qu'il avait acquises au fil des années étaient aujourd'hui d'une grande valeur grâce à leur localisation et à leur potentiel de développement. Cependant, malgré ce patrimoine matériel, Bruno Gollnisch restait avant tout un homme de principe. Ces biens, bien qu'impressionnants, étaient à ses yeux une responsabilité avant tout. Il estimait que chaque acquisition devait être faite dans le respect de ses idéaux, de ses valeurs et de sa famille. Les enfants de Bruno, une nouvelle génération. Les enfants de Bruno Gollnisch, désormais adultes, avaient chacun tracé leur propre chemin. Son fils, Pierre, était un homme d'affaires prospère, mais avec une approche pragmatique de la vie. Il n'avait jamais eu la passion politique de son père, mais avait hérité de son sens de la discipline et de son regard critique sur le monde. Pierre gérait avec efficacité plusieurs entreprises familiales, en particulier dans le secteur immobilier, et veillait à maintenir l'héritage de la famille tout en l'adaptant aux réalités économiques contemporaines. Sa fille, Claire, avait choisi une voie plus originale. Artiste et designer, elle vivait à l'étranger, à New York, où elle avait connu un certain succès dans le milieu de la mode. Claire avait une relation distante avec son père, bien qu'ils s'entendaient sur un plan intellectuel. Elle avait toujours éprouvé une certaine frustration par rapport à la vie publique de Bruno, qui l'avait souvent mise en retrait. Elle était cependant respectueuse du travail de son père et veillait à maintenir des liens familiaux, même si elle préférait vivre loin de la politique.